Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Remaniement ministériel en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko hérite du ministère de la Défense. Quels seront ses principaux défis? Éléments de réponse dans cette édition. Le parti de l'Union et du Rassemblement active sa campagne en vue des élections législatives du 30 juillet au Sénégal. Cette formation politique veut acquérir la majorité à l'Assemblée nationale. Et le Rwanda poursuit sa stratégie de développement. Un nouveau financement de 7,4 millions de dollars a été injecté dans le programme national de l'emploi pour lutter contre le chômage. Mais tout d'abord, le ministère de l'Intérieur congolais a publié le 21 juillet les résultats des élections législatives et locales du 16 juillet. Le Parti congolais du travail, parti au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso, arrive largement en tête avec 70 sièges obtenus dès le premier tour. Les indépendants de l'UDH-UKI ont obtenu 7 sièges et 4 candidats sont en ballottage pour le second tour du 30 juillet. Le ministère de l'Intérieur signale un faible taux de participation à Brazzaville et à Pointe-Noire. Pour rappel, 14 circonscriptions de la région du Poul n'ont pas pu voter pour des raisons de sécurité et aucune date n'a été fixée pour la tenue de ces scrutins dans cette région. C'est une importante passation de charges qui s'est effectuée le 19 juillet en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko a quitté le ministère de l'Intérieur pour rejoindre celui de la Défense. Une nomination qui intervient alors que plusieurs mutineries secouent l'armée depuis le début de l'année 2017. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Nouvelle mission pour Ahmed Bakayoko au sein du gouvernement ivoirien à la suite du remaniement du 19 juillet 2017. Il quitte le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour celui de la Défense en remplacement d'Alain Richard Donvaï. M. Bakayoko arrive dans un contexte marqué par les mutineries dans l'armée depuis le début de l'année 2017. Dans la nuit du 19 juillet, des attaques contre notamment l'école de police ont fait un mort. Ahmed Bakayoko doit reprendre en main l'armée pour la mettre au service de la population. À tous les officiers qui sont présents, je compte sur chacun de vous pour que nous puissions ensemble offrir à la Côte d'Ivoire une armée reconstruite, une armée, comme je l'ai dit, qui se réconcilie avec elle-même, une armée qui se réconcilie avec la population, une armée qui protège le territoire, une armée qui protège les Ivoiriens. Nous savons que les difficultés seront nombreuses, à peine nommées. Comme vous le savez, hier déjà, on nous parlait de coups de feu, ça et là. Ce sont des perturbations de personnes qui veulent empêcher le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Une des priorités du nouveau ministre de la Défense sera la mise en application de la loi de programmation militaire votée en 2016. Elle prévoit notamment l'acquisition de nouveaux matériels et une réduction des effectifs. Ce n'est pas une tâche facile dans un pays qui sort de crise, de remettre une armée qui s'est composée, comme on sait, sur le droit chemin. Donc nous devons continuer le travail sur la base de vos acquis, dans le sens de la responsabilité, dans le sens de la continuité de l'État. Après 7 années passées à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko est remplacé par l'ancien préfet d'Abidjan, Sidiki Diakité. A noter que Ahmed Bakayoko reste le seul ministre d'État du gouvernement. Et la Côte d'Ivoire qui accueille depuis ce vendredi 21 juillet les 8e Jeux de la francophonie. L'événement a débuté à Abidjan par un tournoi de football masculin réservé aux moins de 20 ans. Près de 4000 participants et artistes d'une cinquantaine de pays sont réunis pour rendre hommage auprès de 274 millions de francophones dans le monde. Ces Jeux se tiendront jusqu'au 30 juillet et notons qu'il s'agit de la première compétition internationale que la Côte d'Ivoire abrite sur son sol depuis les violences post-électorales de 2010-2011. Au Sénégal, les élections législatives du 30 juillet approchent à grands pas. Coalitions et candidats veulent faire entendre leur voix et c'est le cas du Parti de l'Union et du Rassemblement qui espère obtenir la majorité à l'Assemblée nationale. Les leaders du parti ont récemment invité les militants à aller retirer leur carte d'électeur. El Hadji Ndiaye.
Dirigé par le professeur El Hadj Issa Sall, par ailleurs directeur de l'Université du Sahel, le PUR, le parti de l'unité et du rassemblement, entend mesurer sa force de frappe face aux autres partis et coalitions en course pour les 165 sièges du Parlement sénégalais. Cette formation politique ne veut plus se contenter d'un groupe parlementaire, mais cherche plutôt la majorité à l'Assemblée nationale. Et cet objectif, le parti compte l'atteindre en sillonnant toutes les localités du pays tout en expliquant aux populations le bien fondé de leur combat, comme dans cette place 5 Faye de la commune de Médina à Dakar. Je vous demande de voter utile. Le vote dure 5 minutes et ça détermine 5 ans à l'Assemblée. Donc, je vous exhorte à voter notre parti PUR. Nous, on ne sera pas à l'Assemblée juste pour applaudir ou pour être à la solde des gouvernants, mais nous serons une force de proposition au profit des populations. Ce meeting a permis aussi aux leaders du parti d'exhorter leurs militants et sympathisants à aller retirer leur carte d'électeur et ne surtout pas se décourager, même s'il faut faire des va-et-vient au niveau des commissions électorales avant d'avoir sa carte. En effet, le rythme de délivrance des cartes d'identité biométriques est loin de satisfaire le PUR. Ce ne sont pas ces députés minables qui vont retourner à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas qu'on laisse les anciens députés retourner à l'Assemblée nationale. Donc faisons tout pour avoir nos cartes d'électeurs. Le Sénégal n'a plus besoin de députés qui ne font qu'obéir aux ordres du président de la République. Après une semaine de campagne, le PUR espère avoir la majorité au soir du 30 juillet 2017. Il faut rappeler que la coalition gagnante Wattu Sénégal, dirigée par l'ancien président Abdoulaye Wade, appelle à une marche nationale le mardi 25 juillet 2017. Ceci pour que les cartes d'électeurs soient délivrées à temps. Le président burundais Pierre Nkurunziza était en visite d'État le 20 juillet en Tanzanie. C'était sa première sortie hors du Burundi depuis la crise engendrée par sa volonté de briguer un 3e mandat en avril 2015. Cette rencontre avec son homologue tanzanien s'inscrit principalement dans le cadre d'un renforcement de coopération bilatérale. Nacho Puntachavali. Une visite d'État inédite. Le président Pierre Nkurunziza s'est rendu en Tanzanie le jeudi 20 juillet 2017. Il s'agit de sa première visite à l'étranger depuis le coup d'État manqué du 13 mai 2015. Le président burundais a été accueilli dans le nord-ouest de la Tanzanie par son homologue, le président Magufuli. Lors de cette visite, les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté de renforcer la coopération entre ces deux pays de l'Afrique de l'Est. Le commerce entre les deux pays va s'intensifier parce que même nos exportations, la plupart des exportations du Burundi passent par la Tanzanie, par le port de Dar es Salaam. Pour le moment, le port de Tanzanie a ouvert ses bureaux à Bujumbura pour que les hommes d'affaires burundais qui veulent aller par exemple en Asie, à Dubaï, en Chine ou en Inde, soient facilités et que le commerce continue d'une manière bien organisée. Cette visite de Pierre Nkurunziza en Tanzanie était également une occasion pour rassurer le peuple burundais. En effet, depuis la crise sociopolitique que traverse le pays depuis 2015, la Tanzanie a accueilli plus de 200 000 réfugiés sur un total de 400 000 selon les chiffres des organisations des droits de l'homme. Le président burundais a donc profité de ce voyage pour appeler les réfugiés à regagner le pays. Un message relayé par son homologue tanzanien Magufuli mais critiqué par l'opposition. Tant que les gens sont pourchassés, et tant que pour un oui, pour un non, vous êtes identifié comme opposant et que d'un mal autre, on peut vous tuer, vous comprenez que les gens, par peur, finissent par prendre le chemin de l'exil. Cette visite en Tanzanie ne rassure donc pas l'opposition. Notons que le dialogue entamé à Arusha reste dans l'impasse. Le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa n'a pas réussi à réunir tous les protagonistes de cette crise. Au Rwanda, le gouvernement poursuit sa lutte contre le chômage. Près de 7,4 millions de dollars ont été injectés dans la deuxième phase du programme national d'emploi lancé en 2013. L'objectif étant de créer 200 000 emplois par an dans le cadre de la stratégie de développement économique. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Frate Andakei Senga, commenté par Marcel Farmbamaoun.
En 2013, le gouvernement rwandais a lancé la deuxième phase de sa stratégie de développement, selon lequel 200 000 emplois devront être créés chaque année, surtout chez les jeunes. Dans le même cadre, le gouvernement suédois a accordé un financement de 6,2 milliards de francs rwandais au pays des 1000 collines le 19 juillet 2017. Un montant qui devra aider le gouvernement à atteindre son objectif sur une période de 2 ans. Je pense qu'on peut commencer par le secteur de la petite industrie, c'est-à-dire l'industrie qui engage au moins 100 personnes, 200 personnes, et puis qui produit des denrées qu'on peut commercialiser au Rwanda et que l'on peut exporter. Emmanuel Tuyi-Senge est un jeune Rwandais de 27 ans. En 2013, il a créé une petite usine de fabrication de matériaux de construction à Kigali. Il emploie actuellement plus de 30 jeunes par jour sur différents sites de production. Son plus grand défi a été de trouver du capital, comme beaucoup d'autres jeunes. Quand j'ai créé mon entreprise, j'ai passé toute une année sans décrocher un seul marché et je n'avais pas aussi un capital assez conséquent. Du coup, les banques n'avaient pas confiance en un jeune entrepreneur comme moi. Un jour, un entrepreneur m'a fait confiance et m'a donné 50% d'un de ses marchés à exécuter et c'est ainsi que j'ai pu véritablement lancer mon entreprise. Selon l'Institut national de statistique, le taux de chômage en 2017 est de 13,2%. L'objectif est d'atteindre 2,5% en 2020. Avec un taux de chômage qui s'élève à 23%, les jeunes sont les plus touchés. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.